Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. C'est l'heure de votre journal de l'Afrique et à la une, ce double attentat signé Boko Haram. Après le Nigeria, il y a 2 jours, le groupe terroriste a cette fois ciblé le nord du Cameroun. 2 hommes ont activé leur ceinture explosive dans un lieu très fréquenté de Ouaza. Au moins 15 civils ont été tués. L'émoi et la colère à Zemio, c'est en République centrafricaine. Il y a 2 jours, un nourrisson a été tué d'une balle dans la tête à l'hôpital de Zemio. Donc, des équipes de Médecins sans frontières étaient sur place. On ira retrouver la chef de mission d'MSF depuis Bangui. Et puis nous vous proposons également ce soir le témoignage poignant d'une jeune Éthiopienne employée comme domestique au Liban. Jeannette dit d'avoir vécu un calvaire. Comme elle, ce sont près de 40 000 Éthiopiens qui sont chaque année exploités au Moyen-Orient. Le Cameroun, ciblé par Boko Haram, le groupe terroriste a donc frappé la région de Ouaza. C'est dans l'extrême nord du pays, à la frontière avec le Nigeria. Hier soir, il est un peu plus de 22 heures locale lorsque 2 hommes ont activé leur ceinture explosive. Ils avaient choisi un lieu très fréquenté de la ville. 15 personnes au moins ont été tuées, une quarantaine d'autres blessées. Les précisions de Marcel Amoko. Un bilan qui en fait l'attentat le plus meurtrier sur le sol camerounais ces 12 derniers mois. Selon des témoignages recueillis sur place, 2 kamikazes se sont introduits dans un endroit très fréquenté, notamment par la jeunesse, avant de déclencher leur charge explosive, avec pour objectif de tuer le maximum de personnes. La ville de Ouaza, réputée pour son parc national, avait pourtant été épargnée par les attentats de la secte Boko Haram ces dernières années. Le dernier ayant eu lieu dans cette localité remonte en effet au mois de décembre 2015, une attaque qui à l'époque avait fait 6 morts. La secte djihadiste Boko Haram, qui avait pourtant donné des signes d'essoufflement ces derniers mois, semble avoir repris du poil de la bête depuis plusieurs semaines avec des attentats quasi quotidiens dans cette région du bassin du lac Tchad. Cette attaque intervient 48 heures après le double attentat de Maiduguri au Nigeria, intervenu mardi soir, attentat qui avait fait 19 morts. Focus ce soir sur la situation dans le sud-est de la République centrafricaine. En 2013, vous le savez, le pays bascule dans les massacres lorsque le président François Bozizé est renversé. La région est depuis 2 semaines le théâtre de violents combats entre groupes armés non identifiés. Il y a 2 jours, un commando faisait irruption dans un hôpital à Zemio. 7000 personnes avaient trouvé refuge dans l'établissement. Un jeune nourrisson a été tué d'une balle dans la tête. Mia Heidenberger, bonsoir. Vous êtes chef de mission pour Médecins sans frontières, vous êtes en poste à Bangui, vous aviez vous-même des équipes dans cet hôpital de Zemio. Ils ont dû évidemment vous raconter l'horreur de ce jour-là. Oui, cet incident qui est arrivé le mardi après-midi, c'était un incident choquant, pas seulement pour nous, Médecins sans frontières, mais je pense pour toute la communauté humanitaire dans le pays de Centrafrique. Et vous avez donc pris la décision, MSF a pris la décision d'évacuer ces équipes de cette zone-là? Oui, comme vous pouvez comprendre, une décision de faire retirer toute une équipe d'une zone où il y a des grands besoins, c'est pas une décision facile à prendre. C'était des discussions qui ont eu lieu entre nous ici au niveau de Bangui, avec l'équipe sur le terrain à Zemio et aussi avec le siège. Beaucoup de discussions, mais finalement, on a trouvé qu'avec la situation maintenant à Zemio, il n'y a pas assez d'espace humanitaire, il n'y a pas un moyen de sécuriser notre équipe pour pouvoir continuer à travailler et assister la population. Alors, Mia Heidenberger, vos équipes sur place ont-elles pu identifier les assaillants? Est-ce qu'elles ont pu vous donner des précisions sur l'identité de ces hommes? Pour nous, en tant qu'acteur humanitaire, médical sur place, c'est pas pour moi de dire qui a fait ce type d'atrocité. Ce qu'on connaît, qu'il y a des hommes qui sont entrés armés dans l'hôpital. Il a chassé une famille qui a pris refuge au niveau de l'hôpital depuis le début de la crise, il y a 2 semaines. On sait qu'ils ont été chassés et malgré cet espace dans un hôpital où normalement une famille doit se sentir à l'aise, ils ont été ciblés et malheureusement il y a eu un incident où un bébé a été tué.
Alors, on comprend le principe de précaution appliqué par MSF et le choix d'évacuer le personnel médical sur place, mais dans quel état, quelle sera la situation des civils restés pris au piège? Qui va les prendre en charge maintenant? Bon, pour l'instant, ce qu'on a fait depuis hier après-midi, on a fait retirer notre équipe de personnel international et aussi de staff délocalisé de la capitale de Bangui. On a toujours une petite équipe qui essaye de travailler là-bas, mais c'est sans doute une situation très, très précaire. Il y a les 7000 déplacés au niveau de l'hôpital, mais il y a encore 15 000 personnes déplacées dans la ville de Zemio qui vivent dans des situations très très dures, sans abri, sans la nourriture et maintenant avec un accès très 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 limité aux soins de santé. Alors, pour nous, c'était, comme j'avais dit, c'est une décision qui a été très très difficilement prise. Et nous espérons que la situation va s'améliorer et qu'on pourrait retourner le plus tôt que possible. Un grand merci à vous, Mia Heidenberger, d'avoir accepté l'invitation de France 24. Je rappelle que vous êtes la chef de mission d'MSF à Bangui. La confusion, toujours, quant à la tenue d'élections présidentielles en République démocratique du Congo, conformément à l'accord conclu en décembre dernier entre l'opposition, le pouvoir et la conférence des évêques. Le scrutin devait se tenir au plus tard le 31 décembre prochain, une date butoir impossible à respecter selon Corneille Nangaa. Il est le président de la Commission nationale électorale et il y a quelques jours, il invoquait des raisons sécuritaires. Ce jeudi, c'est au tour de Lambert Mende de s'expliquer. Selon le porte-parole du gouvernement, c'est la non-constitution du CENSA qui pose problème. Le CENSA, c'est le Conseil national de suivi de l'accord conclu à la Saint-Sylvestre. Je vous propose d'écouter Lambert Mende. Le CNSA étant en cours de formation, le gouvernement et la CENI ne peuvent qu'attendre la constitution du dit CNSA pour procéder à l'évaluation du temps nécessaire pour la tenue du scrutin. Mesdames, Messieurs de la presse, cela n'empêche pas la CENI, qui dispose du monopole constitutionnel de l'organisation du processus électoral en RDC, de faire état des difficultés et contraintes. Doris Letard en tournée en Afrique. La présidente de la Confédération suisse a été reçue ce jeudi par Patrice Talon. Depuis son élection en mars 2016, c'est la première fois que le président béninois s'entretient avec un homologue étranger. Et les deux dirigeants ont signé une série d'accords de coopération estimés à 80 millions de dollars américains. Emmanuel Sodji revient sur cette coopération peu commune. La coopération suisse est peu commune car le plus important pour ce pays, c'est le partenariat de proximité. Alors on est plutôt loin de ce qui se pratique habituellement. La plupart des bailleurs de fonds font par exemple de l'appui budgétaire ou encore ils financent des réformes de gouvernance. La Suisse, elle privilégie le terrain. Elle accompagne le renforcement des acteurs, tous ceux qui peuvent contribuer à réduire la pauvreté. Par exemple, elle va appuyer les collectivités locales, les organisations paysannes ou encore les organisations professionnelle. Mais surtout, c'est la méthode qui fait que la Suisse est un partenaire très apprécié. Elle accompagne toujours un partenaire en lui demandant ce qu'il veut faire sans imposer un programme clé en main. Nous ne sommes pas considérés comme des êtres humains. Pour eux, une servante est juste une servante. Ces mots, ce sont ceux de Jeannette, engagée comme domestique au Liban. Cette jeune Éthiopienne a échappé à l'enfer de l'esclavage. Comme elle, ce sont près de 400 000 Éthiopiens, en majorité des femmes, qui chaque année sont exploités au Moyen-Orient par des employeurs, souvent sans scrupules. Laurent Berstecher. After 6 months working as a maid in Lebanon, Jeannette Ngideso decided to return home to Ethiopia. Long hours and little rest without being allowed to leave the house, working conditions were nothing like she expected. What I noticed when I was there is that Arabs generally despise Ethiopians. They don't consider us to be human. I had to convince myself that I was only there to work. Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas le bon sujet. La version française tout de suite. Lorsqu'on lui a proposé un poste de domestique dans une famille libanaise, Jeannette Ndigassou a immédiatement saisi sa chance. Mais cette jeune Éthiopienne n'aura tenu que 6 mois avant de rentrer au pays. Là-bas, les Arabes méprisent beaucoup les Éthiopiens. Ils nous regardent de haut. Ils ne nous considèrent pas comme des humains. Pour eux, un domestique n'est qu'un domestique.
Ils nous privent de nos droits. Passeport confisqué, interdiction de sortie, journée de travail interminable, salaire non versé, des conditions proches de l'esclavage auxquelles s'ajoutent parfois des violences physiques ou sexuelles. Et le cas de Jeannette est loin d'être isolé. En 2012, une domestique éthiopienne s'était suicidée après la diffusion d'une vidéo la montrant se faire violemment traîner dans une voiture par son employeur, en plein cœur de Beyrouth. Elles sont pourtant des milliers, éthiopiennes, somaliennes et malgaches, à partir chaque année vers le Moyen-Orient, à la recherche de travail. Il y a beaucoup de pression qui pousse à partir. Nous avons une culture de la migration très enracinée. Certaines communautés encouragent même les membres de leur famille à migrer. C'est une décision collective, ce n'est pas une décision individuelle. Un esclavage moderne, souvent encouragé par un système de parrainage des visas, appelé kafala, qui oblige les travailleurs migrants à remettre leur passeport à leurs employeurs. Ces derniers, ayant déboursé plusieurs milliers d'euros, considèrent souvent ces jeunes femmes comme leur propriété privée. Ils les possèdent, leur temps et le reste. Au bout d'un moment, lorsque les migrants comprennent que ce n'est pas la vie à laquelle ils aspiraient et qu'ils ne peuvent pas résister aux abus, ils prennent des mesures allant du suicide à l'agression de leurs employeurs. Les organisations humanitaires estiment qu'environ 400 000 Éthiopiens à travers le monde restent pris au piège de l'esclavage. Mais malgré les risques et les séquelles, Jeannette se dit prête à tenter de nouveau sa chance et à repartir au Liban. Voilà, je vous prie de nous excuser pour cette petite erreur de version. Merci de votre attention. Vous restez sur France 24 évidemment. Paris Direct continue et c'est Aude Le Christ qui a le plaisir de vous retrouver. Tech 24, présenté par Marjorie Paillon et Guillaume Gralet. Autonome en énergie, aucune émission de gaz à effet de serre. Voici l'Energy Observer. Ce navire du futur va sillonner les océans durant 6 ans à la recherche de solutions innovantes pour l'environnement. Avant son grand départ, l'Energy Observer fait escale à Paris, l'occasion d'imaginer ce que sera la ville du futur. Avec Tech 24, vivez le lancement de cette odyssée. Tech 24, à voir sur France 24 et france24.com.